Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de SF. SF dans ce décor un peu spartiate, un peu lunaire aussi, entre mes ventes Vinted et les draps, les couettes que je suis en train de préparer pour lavage. Eh bien je vous accueille aujourd'hui dans ce petit décor de meuf qui déménage pour vous parler de science-fiction. Puisqu'en avril c'était le mois de la SF et avec beaucoup de retard, aujourd'hui je vais vous présenter les 6 lectures que j'ai effectuées dans le cadre de ce challenge organisé par Céline Lecture, que je remercie d'ailleurs pour cette organisation. C'était vraiment super. Ça m'a fait sortir des livres de SF que j'ai quand même d'habitude un petit peu du mal à sortir. Et pour cause, parce que j'ai peur de pas comprendre, j'ai peur de voilà, d'être un peu perdue dans ce style. Souvent c'est aussi des pavasses, ce sont des livres qui sont un peu compliqués. Et là, je suis très contente eh bien, d'avoir sorti des livres de cette catégorie, de ce genre-là, parce que j'ai eu d'excellentes lectures. Et juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire un rapide disclaimer, juste pour vous dire que dans les prochaines semaines, du coup, je vais déménager, j'aurai pas forcément accès à Internet, donc ma chaîne YouTube va momentanément s'arrêter, mais il faut pas paniquer, je serai beaucoup plus présente sur Instagram, je ferai des réels, je ferai des stories, je ferai des posts, donc vous me retrouvez essentiellement sur Instagram à partir de là. Ne vous désabonnez pas toutefois pour être au courant des prochaines vidéos apparaître. Et puis voilà, ça va aussi me faire un petit break je pense parce que ça me permettra en fait de pratiquer le sport que là j'ai pu pratiquer depuis là, enfin si je fais de la natation mais ça va me faire du bien à moi et ça va peut-être vous faire du bien aussi à vous. Donc la chaîne de toute façon YouTube ne s'arrête pas, ça sera juste momentané, le temps de reprendre une boxe etc, de se faire un petit peu sa place là-bas. Alors on va commencer tout de suite et dans cette vidéo je vais vous présenter les ouvrages que j'ai lus dans un ordre un peu particulier. Je vais vous parler de l'ouvrage que j'ai le moins aimé pour terminer la vidéo avec l'ouvrage que j'ai le plus adoré et sachant que ça a quand même été globalement d'excellentes lectures. Donc on va attaquer tout de suite. Alors le premier ouvrage de cette vidéo ça a été une petite déception et c'est Frankenstein de Junji Ito, cet excellent mangaka japonais et c'est publié aux éditions Mangetsu qui sont juste incroyables. C'est un ouvrage assez épais, relié, c'est un hardback et dans cet ouvrage Junji Ito s'est lancé le pari fou de reproduire l'œuvre Frankenstein de Mary Shelley qui n'a absolument, disons-le au passage, aucun rapport avec sa tradition à lui, sa tradition sociétale, culturelle. Donc déjà on peut saluer l'œuvre de Junji Ito de s'être approprié en fait une œuvre gothique anglaise du 19e siècle, écrite par une gamine de 19 ans. Alors il faut savoir que Mary Shelley avait écrit Frankenstein en 1818 dans un contexte un peu particulier. C'était suite à ses vacances chez Lord Byron au bord du lac Léman où Lord Byron leur lisait en fait des textes horrifiques le soir pour leur faire peur à tous ses invités qui étaient en fait pour la plupart des écrivains. Et il a demandé à ses invités d'écrire une œuvre horrifique. Donc Mary Shelley s'est imaginé une créature faite de chair. Néanmoins, là en quatrième de couverture, on nous dit que Junji Ito a été fidèle à l'œuvre de Mary Shelley et malheureusement c'est pas le cas. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ça a été une petite déception pour moi. La première, c'est la durée du récit, puisque le récit ne fait même pas la moitié de cet ouvrage, le reste ce sont des nouvelles, organisées autour d'un personnage commun, un garçon qui est dans une maison hantée. Et la dernière nouvelle était particulièrement drôle, puisqu'elle parle d'un animal domestique, et c'est apparemment à moitié autobiographique de Junji Ito. Donc celle-ci m'a fait hurler de rire, mais ça reste de l'horreur. Et bien sûr, même encore plus horrifique que le texte même Frankenstein ici proposé par Junji Ito. Donc la longueur du texte déjà, c'est pour moi le premier élément un peu décevant puisque je voyais l'histoire avancer à grands pas et je me disais mais attends c'est bientôt fini en fait et après j'ai compris qu'en fait on allait retomber dans des nouvelles qui n'ont rien à voir. Donc la longueur du texte m'a un peu déçue, je pense que Junji Ito aurait dû approfondir cette œuvre. Et c'est très dommage qu'il ne l'ait pas fait puisqu'il y a de nombreux aspects de l'œuvre d'origine de Mary Shelley qui ne sont absolument pas abordés ici. À savoir déjà toutes les thématiques qui font que Frankenstein est un chef-d'œuvre de la littérature anglaise, notamment toutes les interrogations de la créature quant à la recherche du père, tous les questionnements quant à l'acceptation de la différence, du rejet de Frankenstein du fait de sa difformité, le fait de rencontrer des personnes semblables à soi, etc., le reflet de soi, de sa propre monstruosité et la nature profonde que nous avons en nous, entre nos émotions et le côté sombre et le côté plus vivant, lumière que nous avons tous en nous, y compris la créature. Et j'ai trouvé ça dommage, déjà, que Junji Ito n'ait pas abordé ces thématiques beaucoup plus en profondeur, comme le fait Mary Shelley. Ici, c'est à peine effleuré. Ensuite, ce qui est dommage, c'est que peut-être
Junji Ito aurait dû faire un voyage ici pour aller découvrir un petit peu le trajet qu'a effectué Frankenstein dans l'œuvre, la créature dans l'œuvre de Mary Shelley, à savoir qu'il part de Genève, il va voyager, il va partir par Cherbourg, il va descendre vers les Préalpes, traverser derrière le Maule, etc. Exactement là où j'habite en fait. Et c'est très dommage que Junji Ito n'ait pas recherché à retranscrire, reproduire davantage les paysages de chez nous. Et voilà, ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que dans les dessins, ça ne figure pas forcément. Donc déjà des choses qui sont vraiment laissées de côté alors que ce sont des choses que moi personnellement j'ai adorées dans l'œuvre de Mary Shelley. Et il y a encore un détail qui est très important, c'est qu'on nous dit en quatrième donc qu'il a été fidèle à l'œuvre d'origine, or pas du tout, puisqu'il a modifié la fin. Donc à la fin il apporte quelque chose que Mary Shelley a expressément refusé d'intégrer dans son roman, et du coup je trouve ça un petit peu dommage. Peut-être que vous, au contraire, vous trouverez que ça ajoute quelque chose et que ça va vous plaire. Donc là, cet argument-là, il peut être vraiment à double tranchant, c'est chacun voit un petit peu ce que... Chacun a son propre ressenti de l'œuvre après. Et une dernière chose, là on va parler du côté purement artistique. Même si je ne peux qu'être d'accord avec le choix de l'auteur, du dessinateur, d'avoir fait une dichotomie entre les périodes où tout est beau, tout est rose, on est en famille, etc., les moments de douceur et de bonheur qui sont représentés par un trait extrêmement lisse, avec des murs blancs assez épurés, et les moments où il y a des meurtres, les moments où il y a de la violence, qui eux sont représentés par un trait beaucoup plus chargé, contrasté, etc. Et notamment la créature aussi, qui elle est d'une représentation mais juste monstrueuse. En fait, non pas de lambeaux de chair, mais presque de confettis de chair. On a les yeux qui sont injectés de sang, on a les dents, il n'y en a pas deux qui sont de la même longueur, bref, la créature est absolument abominable. Donc ça ressort vraiment son côté abomination, mais on sait que derrière l'œuvre de Mary Shelley, il n'y a vraiment pas que ça, et que cette créature, elle a deux facettes. Et j'ai trouvé ça dommage de faire ressortir que cet aspect-là de la créature au travers du dessin, qui en plus est assez brouillon. Voilà donc les raisons pour lesquelles Frankenstein, c'est pas forcément la meilleure chose que j'ai lue de Junji Ito. Néanmoins, le recueil de nouvelles derrière est très bon, et moi j'ai adoré Spirale, donc je continuerai à lire du Junji Ito pour découvrir un petit peu son univers fantastique et gore. Que se passe-t-il lorsqu'un auteur qui a gagné le prix Goncourt, donc un auteur de littérature contemporaine, s'attaque à de la science-fiction? On va parler de Laurent Godet et de Chien 51, chez Actes Sud. Alors, j'ai relu cet auteur parce que je voulais me réconcilier de la très mauvaise expérience qu'a été La Porte des Enfers pour moi. Et même si cet auteur a gagné Le Soleil d'Escorta, je ne l'ai jamais lu. En revanche, je me suis ruée sur Chien 51 parce que j'en ai entendu d'excellents avis. Alors je vais pas vous mentir, ça a été pas du tout une mauvaise lecture, ça a d'ailleurs été une lecture commune. J'ai pris mon pied pendant cette lecture, en particulier toute la deuxième partie que j'ai vraiment dévorée, et en même temps, je trouve pas non plus que ce soit la meilleure œuvre de science-fiction qui soit, vous voyez, mais déjà cet ouvrage a réussi le pari de me faire réconcilier avec sa plume et aussi les histoires qu'il raconte. Alors, pour parler un petit peu de l'histoire, ici on est avec Zem qui vit dans une société futuriste bâtie sur les ruines de l'ancienne Grèce que lui il connaît. Et on est dans une mégalopole régie par une même société qui a en fait le monopole, une sorte de Big Brother, qui s'appelle Goltex. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est chien. En fait, il est flic, mais il est flic dans la dernière zone parce que en fait, l'espace est occupé, enfin la Terre est divisée en zones et lui, il est en zone 3. C'est vraiment la pire zone. C'est celle qui est exposée aux variations climatiques extrêmes, celle qui est polluée, où il y a des rejets de gaz, etc. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé pour en arriver là, mais en tout cas, on sait que Chien 51 vit vraiment dans cette zone qui est la pire. Donc lui, son travail, il est assez pénible, il va renifler en fait les trafiquants, etc. Donc lui, c'est un peu son job. Par une bourde, il va être placé en fait sous la tutelle d'une fliquette placée en zone 2. Elle a tous les avantages. La zone 2, elle est protégée par un dôme, un biodôme en fait, qui maintient une atmosphère stable, où la vie est beaucoup plus agréable et on accède à des postes de plus haut niveau. Ils vont former un duo pour enquêter sur un meurtre, hein, puisqu'on retrouve en zone 3, en plein milieu d'une zone un peu désertique, on retrouve un cadavre mutilé. On lui a arraché un dispositif de sa cage thoracique et puis il est exposé vraiment à la vue de tous. Donc Zem a sa petite théorie sur le meurtre et ils vont comme ça petit à petit
être amenés à traverser les rouages de la politique de la société en fait dans laquelle ils vivent. Je vous parle même pas de la zone 1, celle-ci elle est inaccessible, c'est que pour les très hautes sphères de la société. Donc finalement, on a une thématique assez classique, on a une enquête policière dans un monde futuriste qui est assez bien décrit. J'ai beaucoup aimé notamment les flashbacks qui reviennent à l'ancienne Grèce que Zem a connue et qui sont assez nostalgiques de cette période-là, d'avant la catastrophe. Et puis une société un peu désabusée, avec des thématiques sociétales, écologistes aussi, qui sont légèrement évoquées par Laurent Godet. L'ouvrage est assez court, donc on ne peut pas aller très en profondeur. Néanmoins, c'est là, c'est évoqué, les codes de l'ASF sont présents. Néanmoins, ce livre m'a fait un petit peu penser à Soleil Vert, le film, où il y a finalement une enquête policière qui n'a pas une grande... qui n'est pas surexcitante, mais dans un univers futuriste, dans lequel les gens, ils crèvent la faim, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, et on a ce contexte historique et ce contexte en fait de SF un peu en arrière-plan. Moi je pense que c'est un livre qui peut vraiment vraiment plaire à toutes les personnes qui lisent du policier et qui ont très très peur de commencer la SF. Ce livre est fait pour vous. En plus, avec la très jolie plume de Laurent Godet, à laquelle j'ai commencé enfin à m'habituer, tous les codes sont là, et finalement, je me suis laissée embarquer dans ma lecture, donc c'est quand même une plutôt bonne lecture que je vous conseille, en particulier si vous n'êtes pas un grand expert du genre SF, mais que vous voulez vous lancer en fait. C'est vraiment l'ouvrage idéal pour vous. Ah, La Faucheuse! J'ai pu clôturer la trilogie de La Faucheuse de Neal Shusterman avec Le Glas, qui est certainement le volume le plus épais de la trilogie, et j'ai été un petit peu surprise de la tournure que prennent les événements. En fait, si vous voulez, cette trilogie, le tome 1 pour moi a été un gros gros coup de cœur. Le tome 2 a été une très bonne lecture, puisqu'il y avait beaucoup de diplomatie, d'enjeux, etc. Et puis à la fin du tome 2, il se passe quelque chose d'énorme. Je peux pas vous dire ce que c'est, je veux surtout pas vous spoiler la saga. Et dans le tome 3, eh bien, ça va être un peu le dénouement de l'histoire. J'étais surprise par la manière dont Neal Shusterman va mener ses personnages dans une direction donnée. Et pendant une grosse partie de ce troisième tome, je me suis un peu ennuyée. Donc finalement, c'est peut-être un peu le moins bon tome pour moi. D'autant plus que moi, je suis absolument accro au personnage de l'intelligence artificielle qui est présente dans cet ouvrage, mais dont je vous dirai pas plus. Et finalement, ici, elle est un peu moins présente. Donc pour toutes ces raisons-là aussi, ça a peut-être été la moins bonne lecture. Néanmoins, je peux pas caser cette saga en début de vidéo, parce que pour moi, cette saga, elle a juste été énormissime. C'est vraiment excellent, je me tâte même à acheter le tome 4, le tome compagnon de la saga, pour voir où sont passés les personnages après. Il a réussi à broder une histoire vraiment, vraiment cool à côté de tout ça, avec cette humanité qui ne peut plus mourir, l'humanité qui est gouvernée à la fois par une intelligence artificielle qui régit tout, et puis par la présence de faucheurs et de faucheuses qui sont formés, qui sont triés sur le volet pour être formés et pour glaner les personnes en épargnant les membres de leur famille. Et ça a été vraiment une superbe lecture pour moi, cette trilogie. J'ai passé un excellent moment avec cette trilogie. Donc je la place ici quand même dans les très 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 bonnes lectures de cette vidéo. Et je vous invite fortement à lire La Faucheuse, qui pourra plaire non seulement à un public new adult, peut-être pas les plus jeunes, parce qu'il y a quand même de la violence qui est présente, mais même à des adultes. Ça peut énormément plaire, et l'écriture est très simple, ça se bouffe, et vraiment j'ai adoré La Faucheuse. C'est certainement une saga que je relirai dans ma vie. Ça commence à être compliqué pour le classement, mais je vais placer Les Puissants, le tome 2 de Vic James, qui s'appelle Ego, ce tome 2, chez Nathan, en troisième position de cette vidéo, puisque dans Les Puissants, on est dans un univers également dystopique. Nous sommes dans une société qui malheureusement est régie par des autocrates qui ont des pouvoirs magiques. Ce sont des dons en fait, et qui les protègent en quelque sorte. Et ils se distinguent du coup de la race humaine classique, qui elle doit donner 10 ans de sa vie, donc chacun doit donner 10 ans de sa vie en esclavage, pour pouvoir vivre dans cette société de façon libre. Et on est ici avec une famille qui décide de donner à un instant T 10 ans de sa vie en esclavage. Ils ne savent pas encore où ils seront placés, et je peux vous le dire parce que vous le savez dès le premier tome, ils sont placés en fait au service d'une des familles de personnes qui ont des dons, qui s'appelle les Jardines, qui est une famille très très puissante, sauf le fils, qui a je crois 19 ans, et qui lui est placé en usine.
et qui va travailler avec d'autres personnes, donc comme un esclave total, sans être payé, et qui va peu à peu se mêler à une forme de rébellion. Alors on est dans une sorte de germinal pour un public un peu plus jeune. Néanmoins, il est question de torture, de perte d'enfants, de meurtre d'enfants aussi. Il y a beaucoup de scènes de violence quand même, il y a même un peu de langage grossier, donc je ne sais pas si je le conseillerais à un public plus jeune. Néanmoins, à partir de 15-16 ans, je pense que c'est ok, que vous pouvez lire cet ouvrage. Et dans Les Puissants, j'ai trouvé qu'il y a quand même énormément de choses qui sont absolument sublimes, qui sont très très bien maniées. Alors, ça va très vite, il y a beaucoup d'actions, il y a énormément de personnages, on peut être dérouté. Ne croyez pas que c'est un livre qui se lit très très vite. Ça se lit tout doucement, parce que vraiment, il y a des conspirations, des trahisons, etc. Bref, c'est vraiment fait à la façon d'un feuilleton pour un public un petit peu plus jeune, quoi, un peu plus new adult. Et ce tome 2, je me demande même si je ne l'ai pas encore préféré au tome 1, si vous aimez les univers dystopiques, si les thématiques de la lutte des classes, ou si les personnages fantastiques avec des dons, qui en font pas forcément de bonnes choses, justement, vous attirent. Tout ce côté famille, grosse famille, un peu qui se trahit aussi, un peu à la façon, je sais pas, des vampires, là, The Originals. C'est un peu ça, on est un peu dans ce contexte-là, et vraiment j'adore cette œuvre-là, je me délecte de la lire, et je serai dégoûtée quand je la finirai, un peu comme La Faucheuse, voilà. En tout cas, je vous conseille Les Puissants, c'était vraiment une très très chouette lecture. Et là, c'est le moment où je vais me faire une tendinite, donc avec La Caste des Métabarons que je me suis procurée pour une valeur de, je crois qu'il m'a coûté 100 balles, cet ouvrage. Mais ça faisait des années, mais quand je vous dis des années, ça faisait genre 20 ans que je voulais acheter en fait cette intégrale. À la base, je voulais l'ancienne édition, mais finalement, je l'ai trouvé que dans ce double recueil. Ah, La Caste des Métabarons, on est dans l'univers de L'Incal que j'adore, avec Jodorowsky et Jiménez, donc pour le scénario, et c'est aux humanoïdes associés. Donc l'ouvrage est juste splendide. Le fait que ce soit des volumes qui soient condensés en deux épaisses bandes dessinées, eh bien, je trouve que ça apporte vraiment un côté qualitatif. D'ailleurs, à la fin du tome 2, vous retrouvez, des tomes 4 à 8, vous retrouvez les couvertures originales de tous les volumes en langue française, mais aussi en langue étrangère. Donc, vous avez les couvertures. Là, par exemple, c'est Tête d'acier, l'aïeul. Voilà, vous avez, elle, c'est Oda, non, Donna Vincenta. Voilà, donc vous avez les couvertures françaises, et puis vous avez les couvertures américaines aussi, qui sont un peu plus funky. Les dessins sont juste sublimes. Alors oui, on est dans du old school, c'est ce qu'il y a de mieux. Les scènes de combat sont absolument fabuleuses. Non mais regardez-moi ces dessins. Je vais tâcher de pas trop vous spoiler. Vous avez vu des créatures, vous savez pas trop ce que c'est. Mais vraiment, la qualité des dessins est juste extraordinaire. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, La Caste des Métabarons, ça parle d'un univers très 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 futuriste pour le coup, où deux robots, il y a un des robots qui raconte à l'autre robot la famille de la caste au service de laquelle il se trouve. Et aujourd'hui, il ne subsiste que l'ultime Métabaron, qui vit en fait, qui est tout le temps mis en stase sur sa planète, et qui ne se réveille que lorsqu'il y a des menaces, menaces que justement les deux robots ont pour mission de détecter, ils ont pour mission de le réveiller à ce moment-là. Et dans cet ouvrage, donc, le petit robot va raconter à son compagnon eh bien, toute l'histoire de la caste, comment ils se sont reproduits, comment ils ont essayé de gagner de la richesse, de la puissance, de la force. La représentation des personnages est juste sublime, mais c'est, il faut savoir, ultra sexualisé. Les femmes sont représentées avec de très gros attributs, tout comme les hommes sont représentés dans leur vraiment surpuissance. Il y a des scènes de nudité, il y a des scènes de sexe, mais qui sont assez légères quand même. Néanmoins, cette virilité, cette représentation très très sexualisée en fait des personnages, autant féminins que masculins d'ailleurs, peut dérouter effectivement. Voilà, il faut quand même prendre du recul par rapport à cette bande dessinée, par rapport aux années dans lesquelles elle a été dessinée, mais c'est juste une splendeur cet ouvrage. Et vraiment, si vous n'avez pas encore lu
La Case des Métabarons, mais qu'est-ce que vous attendez? C'est un véritable chef-d'œuvre de la bande dessinée française. Moi j'en suis absolument fan et si j'ai voulu l'acheter et l'avoir en ma possession, c'est parce que je l'avais déjà lu par le passé, que je suis tombée amoureuse de l'histoire de toute cette caste, de tous les coups bas, de toutes les couardises qu'ils aient pu se faire, de tous la façon dont ils se reproduisent, les malheurs qui leur arrivent, les batailles très très dures, comment ils ont tout perdu dès le début de l'ouvrage, ils perdent en fait toute leur source de pouvoir, ils sont corrompus. C'est un ouvrage sublime. Je vous renvoie à ma chronique écrite sur Instagram si vous voulez que je vous parle un petit peu plus donc des rapports entre les protagonistes, mais en tout cas c'est vraiment une de mes bandes dessinées préférées. Vous allez rire parce que la meilleure lecture de ce point lecture et de ce mois d'avril, mais alors quel coup de cœur, ça a été Le Gambit du renard, donc certainement l'œuvre la plus complexe, la plus ardue à lire et la plus what the fuck avec tout ce que j'aime pas, les mathématiques, de la hard SF incompréhensible et finalement eh ben, j'étais embarquée dedans, c'est un premier tome. J'ai déjà acheté le tome 2 que j'ai trouvé en librairie, j'étais ravie de le trouver aussi rapidement, donc je vais le sortir très vite. Waouh, 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 mais quelle œuvre! Et je vous disais en début de vidéo, hein, j'ai peur de sortir la SF parce que souvent j'ai peur de pas comprendre. Et finalement, La Horde du Contrevent, qui est un ouvrage presque incompréhensible, c'est une de mes œuvres de SF préférées. Et pourquoi je ne sors pas ce genre de hard SF plus souvent? Je ne sais pas. En tout cas, avec Yoon Ha-lee, je suis ravie de l'avoir lu. C'est un auteur qui est ouvertement transgenre et queer. Et ça a vraiment son importance dans le récit. Et le Gambit du renard, c'est 50 premières pages de souffrance. Et ensuite, vous allez arriver dans un univers extraordinaire. Alors, de quoi ça parle? On est dans l'Exarchate, donc c'est un monde avec différentes planètes disséminées un peu partout, qui sont dirigées par un Exarchate, donc 6 familles qui détiennent le pouvoir parce qu'elles détiennent en fait les armes, des armes stratégiques qui sont calculées sur la base de calculs mathématiques, si vous voulez, que seules ces familles-là maîtrisent. Et du coup, bah, elles détiennent un peu le pouvoir dictatorial sur les autres grâce à cette maîtrise de la technologie. Et nous, on est avec la capitaine Kel Cheris, cette femme qui a commis une bourde malheureusement, puisqu'elle a utilisé des armes non conventionnelles dans une de ses batailles. Et pour être punie, eh ben, elle va être promue générale. Donc elle ne comprend pas sa promotion, à vrai dire. Elle va assister à une réunion avec d'autres capitaines qu'elle ne connaît pas forcément, donc elle va les redouter, les craindre pour certains, et elle va être mise à la tête d'une mission, en fait, d'aller saper une hérésie dans la forteresse des Aiguilles diffuse, qui est une forteresse réputée inviolable parce qu'elle a été prise par des personnes hérétiques qui semblent vouloir maîtriser cette nouvelle technologie. Donc une fois que vous avez compris ce postulat de base, après c'est bon, vous pouvez comprendre et vous imaginer, vous figurer l'univers. Même si les 50 premières pages, c'est vraiment difficile. Il n'y a pas vraiment de description de ce que sont les fameuses sentinelles, de ce que sont... Ça s'appelle pas comme ça, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais ça va me revenir. Il y a... voilà, il y a vraiment ce monde qu'on a du mal à se figurer. Et il faut savoir que cette générale, pour accepter sa mission, elle a une condition. Elle veut se faire implanter dans son esprit l'esprit d'un ancien traître, mais qui est un brillantissime stratège, qui n'a jamais perdu une seule bataille, et qui s'appelle Shuos Jedao. Et donc c'est dans cette alliance de deux esprits dans un même corps, dans le corps de la générale, qui vont vraiment faire toute la singularité de ce roman. Ils vont discuter, ils vont apprendre à se connaître, et elle va se dire que peut-être le traître c'est pas lui. Voilà, donc on a un peu cette dualité qui ressort tout au long du roman. Donc vous êtes dans un ouvrage de science-fiction militaire, parce que les stratégies de combat basées sur les mathématiques sont omniprésentes, d'où ma phobie presque. Mais à la base, c'est quand même tellement prenant, puisque vous avez cette dualité entre Shuos et entre Kel Cheris dans le même corps qui sont juste incroyables. La rencontre des deux, ça fait vraiment des chocs à pic, quoi. Mais attention, c'est absolument pas sexuel, loin de là. La sexualité est présente, mais du fait de cette auteur, on a ici la présence de sexualité complètement presque non binaire. C'est topissime, il y a des attirances entre femmes, à aucun moment il y a des scènes de sexe, faut le savoir, mais il est quand même question voilà, d'attirance, d'amour, de sacrifice,
que j'ai beaucoup aimé aussi dans cet ouvrage. Et tout le combat de Kel Cheris vers la loyauté, vers la justice, et peut-être finalement contre l'exarcat, va s'instaurer progressivement tout au long des batailles qui sont très très détaillées, puisqu'on est dans de la SF militaire. Donc tout ce que j'aurais pu à la base ne pas aimer, et pourtant finalement tout ce que j'ai adoré dans cet ouvrage qui a été un gigantesque coup de cœur pour moi. Le Gambit du renard, c'est typiquement pas comme Chien 51, un ouvrage que je conseillerais à des débutants, hein, donc ça vous oubliez si vous avez jamais lu de SF, je vous conseille plutôt Chien 51. Néanmoins pour moi ça a été un coup de cœur euh, intersidéral, on peut le dire, hein, pour cet ouvrage. Les relations entre les personnages sont très subtiles, la recherche de la vérité, la fin du premier tome aussi qui promet vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans le tome 2. Il y a de l'humour, l'humour est très très fin, notamment dans les échanges épistolaires entre les personnes qui sont du coup placées sur les aiguilles rouges. J'ai trouvé sur les aiguilles rouges, sur les aiguilles diffuses. J'ai trouvé ça super bien fait. C'est ultra bien écrit, bien que l'écriture soit particulière, soit singulière, elle est un petit peu soutenue, mais j'ai adoré. Et vraiment, passer les 50 premières pages, on est beaucoup moins perdu, on est beaucoup plus dans l'histoire, et franchement, si vous adorez pas, bah, je sais pas. Mais en tout cas, je le conseille à des lecteurs un peu plus avertis du genre. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas ça m'a fait très très plaisir de vous la préparer. Désolée pour un tel retard, et puis désolée encore pour l'absence de vidéo dans ces prochaines semaines, ces prochains mois, à l'exclusion peut-être d'une vidéo sur le protocole Moritz que je vais quand même essayer de vous faire. Merci pour ce mois de la SF à Céline Lecture. Vous pouvez retrouver toutes ces chroniques écrites sur mon Insta, donc n'hésitez pas à vous y référer. Lisez de la SF parce que la SF aborde des thématiques politiques extrêmes qui très souvent ne peuvent pas être abordées en littérature contemporaine parce que c'est trop gros, parce que la réalité nous dépasse aujourd'hui et que dans la SF, eh ben, ça passe. Et c'est pour ça que j'adore la SF, c'est pour toutes ces thématiques qui fâchent l'écologie, l'avenir de l'humanité, l'arrivée massive de l'informatique dans nos vies et plein d'autres sujets, les régimes dictatoriaux et tout ça en fait ça revient vraiment dans la SF et ce sont des thématiques moi qui me passionnent, qui vous passionnent peut-être aussi, donc vraiment n'hésitez pas à lire de la SF parce que c'est là que vous allez les retrouver abordées d'une façon originale et souvent d'une façon vraiment imprévue avec aussi des coups de cœur imprévus. Voilà. Bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous lisez de la SF, s'il y a certains de ces ouvrages qui vous en donnent envie. En tout cas, je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne Insta. À bientôt. Bisous.